Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la présentation du rapport d'activité 2023 de la médiatrice des communications électroniques. C'est la troisième année que nous concevons cette présentation sous un format télé que vous pouvez suivre en direct sur notre chaîne YouTube. Je suis Henri d'Olivier, le directeur général de l'association Médiation des communications électroniques, et sur ce plateau, à mes côtés, Valérie Alvarez, la médiatrice des communications électroniques. Bonjour Valérie. Bonjour Henri. Comme le prévoit notre charte de médiation, la médiatrice est invitée à présenter chaque année son rapport d'activité à l'ensemble des parties prenantes. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui pour introduire cette présentation. Je vais tout d'abord donner la parole à Guillaume Richard, le président de la MCE. Bonjour et bienvenue à la présentation du 20e rapport d'activité des médiateurs de la médiation des communications électroniques et le 5e de Valérie Alvarez. 20 ans après la création de la MCE, la France compte 20,6 millions de consommateurs à être abonnés à la fibre optique. 37 millions de locaux y sont désormais raccordables, ce qui fait de la France le pays européen ayant le plus de foyers éligibles à la fibre. Parallèlement, la baisse du nombre d'abonnements à la DSL se poursuit. D'ailleurs, les enjeux sont de taille pour les opérateurs. Tout d'abord, la poursuite du déploiement de la fibre, ainsi que la mise en œuvre des engagements pris par les opérateurs pour renforcer la qualité des interventions. Ensuite, la préparation de la fermeture du réseau cuivre et la fin de la commercialisation de l'ADSL à l'horizon 2030. Concernant le mobile, 83,2 millions de cartes SIM étaient en service en France fin septembre 2023. Plus de 12 millions de ces lignes étaient utilisées sur les réseaux 5G. Dans ce domaine aussi, les enjeux sont importants avec l'extinction des réseaux 2G et 3G, la poursuite du déploiement de la 5G et la préparation de la future 6G. De plus, les opérateurs français ont pris des engagements environnementaux ambitieux et responsables. Les premiers résultats de leur transition écologique sont d'ailleurs observables sur 4 indicateurs clés suivis depuis 2020. 20% de réduction des émissions carbone directes, un recours accru aux énergies renouvelables, le doublement de la vente des téléphones mobiles reconditionnés et enfin l'accroissement significatif des téléphones collectés pour recyclage. Poursuivre le développement d'un numérique répondant aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique constitue un autre défi majeur pour le secteur. Nous rentrons maintenant dans la 21e année de l'association et je souhaiterais aujourd'hui me tourner vers l'avenir et évoquer avec vous l'ouverture. Tout d'abord, l'ouverture à une plus grande accessibilité possible de cette présentation, qui est pour la 2e année diffusée en direct sur YouTube, permettant ainsi d'élargir la diffusion à l'ensemble des acteurs de la consommation, y compris en local, au plus près des consommateurs. Également, une plus grande accessibilité possible du rapport en lui-même. En effet, à ce jour, il s'agit du seul rapport d'activité de la médiation de la consommation à être entièrement dématérialisé. Ensuite, je voulais vous parler de l'ouverture de notre dispositif de médiation au plus grand nombre. Depuis le 1er janvier 2024, la médiation des communications électroniques est également ouverte aux professionnels non membres de la MCE, dans le cadre d'une médiation résiduelle sectorielle. Concrètement, un consommateur client d'un opérateur qui n'a pas désigné de médiateur peut dorénavant saisir la médiatrice des communications électroniques. La médiatrice va alors proposer à l'opérateur en question, bien qu'il n'ait pas adhéré à la MCE, d'entrer en médiation avec son client. L'opérateur concerné reste bien évidemment libre d'accepter ou non cette entrée en médiation. La MCE va avoir dans les prochaines années de nombreux défis à relever. S'adapter au volume des saisines, ce qui nécessite un ajustement permanent des équipes de juristes qui accompagnent la médiatrice. Continuer de former les équipes pour apporter les réponses les plus pertinentes et adaptées et en droit et en équité aux consommateurs. Faire évoluer les outils de la relation avec les consommateurs, dont le site internet, qui est l'espace privilégié de saisine, de suivi des dossiers et d'échange avec les consommateurs. Gérer les professionnels, dont le volume augmente chaque année, notamment avec l'arrivée d'opérateurs d'infrastructures. Et enfin, poursuivre le recrutement de nouveaux adhérents pour assurer la pérennité du dispositif de médiation du secteur. Nous serons bien sûr très attentifs aux évolutions aussi bien dans le secteur des télécommunications qu'à celles législatives, telles que la révision de la directive européenne relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. J'ai eu le plaisir d'être administrateur de l'MCE depuis 2005 pour le compte de différents opérateurs et j'ai l'honneur de la présider depuis 2 ans. Conformément au statut de l'association, la présidence que j'exerce pour le compte de SFR va s'achever d'ici quelques semaines.
La présidence sera assurée dorénavant pendant les 3 prochaines années par Orange France. Merci de votre attention. Avant de passer la parole à Valérie, je souhaitais rappeler que 2023 a marqué les 20 ans de la médiation des communications électroniques. En effet, le secteur des télécoms a été innovant en étant le premier secteur privé à s'être doté, dès juin 2003, d'un dispositif de médiation et d'un médiateur, unique et indépendant. Les opérateurs télécoms ont adopté une charte de médiation et constitué une association pour animer cette initiative de résolution à l'amiable des litiges, l'Association de la médiation des télécoms, sous l'acronyme AMET, devenue en 2011 l'Association de la médiation des communications électroniques, AMCE. Avec cette création, le secteur a été totalement pionnier en prenant 13 ans d'avance sur la loi de 2016 qui a généré l'obligation pour tous les professionnels de recourir à une médiation de la consommation. La vision, il y a 20 ans, était de marquer une preuve de l'engagement de responsabilité du secteur vis-à-vis de ses consommateurs. Cette initiative du secteur constitue à l'époque une véritable innovation pour eux. 20 ans après, la vision et l'intention restent les mêmes. Valérie, je vous propose de poursuivre en prenant la parole. Merci Henri. Bonjour, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui mon rapport annuel pour l'année 2023, le 5e depuis que j'ai été nommée médiatrice des communications électroniques en avril 2019 et renouvelée en avril 2022 pour 3 ans. L'année 2023 se caractérise par 5 points marquants. Le premier point met en lumière la modification du classement des typologies de saisine, conformément à la tendance constatée depuis 2020 et à la prévision que j'avais faite dans mon rapport annuel en 2022. La fibre arrive ainsi à la première place des conflits entre les consommateurs et les professionnels en représentant 42% des types de litiges. Le mobile prend la seconde place des différends qui me sont soumis avec 36%. L'ADSL confirme sa 3e place dans ce classement avec 19% en baisse constante depuis 2019 en raison de la transition vers la technologie fibre et de la fermeture annoncée du réseau cuivre par lequel le service ADSL est délivré. De ce fait, je peux imaginer, voire pronostiquer que les litiges fibre et mobile représenteront dans un terme assez court la quasi-totalité des litiges qui me seront soumis. Le second fait marquant en 2023, dont je me réjouis, est la poursuite de la baisse de la conflictualité dans le secteur, enregistrée depuis 2022 et qui avait été amorcée avant les 2 années de pandémie. Si on ramène le nombre de saisines au nombre d'abonnements de communication électronique en France, le volume des saisines est très faible. Cette baisse est sans conteste le fruit d'une meilleure gestion des clients par les professionnels et aussi les résultats du ralentissement des raccordements à la fibre. Le 3e point marquant concerne la baisse du nombre des saisines recevables en 2023, ce qui est très décevant. Cette baisse s'explique en partie par une évolution dans la méthodologie de comptabilisation des saisines pour suivre les recommandations de la CECMC, mais elle reflète pour l'essentiel l'évolution des comportements des consommateurs qui s'inscrit dans l'hyperaccélération et toujours plus d'immédiateté. Je constate en effet que depuis quelques années déjà, que de plus en plus de consommateurs sont peu rigoureux dans la constitution de leur dossier, oubliant de joindre les documents et les éléments nécessaires à l'examen de leur litige, ou ne respectent pas la procédure, les étapes, les délais, ou encore m'adressent des demandes par LinkedIn ou essayent de me saisir directement sur mon mail personnel, sans respecter la procédure de saisine en ligne, ou encore par tout autre moyen qu'ils ont à leur disposition. Et ce, malgré tous nos efforts pour mieux les informer via un quiz et un tutoriel sur le site internet, une fiche pratique et des tweets. Ces comportements m'obligent à refuser certains dossiers et peuvent provoquer un allongement des délais de résolution du litige, ce qui peut générer de l'insatisfaction supplémentaire pour certains consommateurs. Je sais
que cette tendance se vérifie chez les autres médiateurs de la consommation. Le quatrième point concerne la satisfaction des consommateurs qui suivent à 92% mes propositions de solutions, ce qui est satisfaisant. Je note que ce taux est en totale cohérence avec l'étude de satisfaction réalisée chaque année auprès des consommateurs m'ayant saisi. Par exemple, 92% des consommateurs ont accepté la proposition de solution en 2023. Ceci est rendu possible grâce aux règles d'or de la médiation qui sont la compétence et l'expertise du secteur, la transparence, la neutralité, l'indépendance et la confidentialité. Mais aussi grâce à la recherche permanente des équipes pour améliorer notre organisation, optimiser nos outils de relation avec les consommateurs et notre communication afin de satisfaire au mieux les attentes des consommateurs et aussi des professionnels adhérant à notre médiation. Je constate cependant en 2023 une accentuation de la tendance des consommateurs à avoir des demandes d'indemnisation trop importantes, non justifiées ou non argumentées, que je ne peux satisfaire totalement. Je suis également satisfaite du peu de refus d'entrée en médiation par les professionnels et de leur fort taux d'acceptation à 97% de mes propositions de solutions, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres médiations de la consommation. Le cinquième point concerne la complexité des dossiers et l'apparition de nouveaux problèmes. En 2023, la complexité des problématiques s'est encore accrue. Elle s'explique en particulier par des dysfonctionnements nouveaux, le manque de process dans certaines situations ou des process mal adaptés. Par exemple, les difficultés de raccordement d'un abonné à la fibre ou la qualité de la connexion à la fibre. C'est ainsi que certains consommateurs se voient privés d'accès à la fibre ou victimes d'interruptions soudaines de leur service fibre pour des raisons qu'ils ne comprennent pas, en raison de la complexité des réseaux et du nombre d'intervenants sur ces réseaux. D'autres situations concernent l'impossibilité d'obtenir le rétablissement de sa ligne ADSL après une tentative sans succès de raccordement du logement à la fibre en raison de la suppression du câble ADSL par l'installateur. Enfin, parfois, l'absence de solutions concrètes pour pouvoir être raccordé à un réseau de communication électronique. Le consommateur ne peut être éligible ni au RTC, ni à la DSL, ni à la fibre. J'avais, en 2022, alerté sur les problématiques de raccordement à la fibre des maisons neuves. Je me félicite qu'à la suite de mes observations, l'ARCEP ait réalisé une fiche pratique récapitulant les étapes indispensables à l'arrivée de la fibre optique dans une construction neuve. Il est désormais clair qu'il est nécessaire d'identifier et de contacter le plus tôt possible l'opérateur d'infrastructure dès le dépôt du permis de construire. Cette complexité fait que certains dossiers nécessitent des délais de traitement plus longs, au-delà du délai moyen de traitement de 72 jours que nous avons atteint en 2023. Je rappelle que le délai moyen prévu par la loi est de 90 jours. En 2023, deux nouveaux types de problèmes ont émergé qui méritent d'être soulignés et pour lesquels des actions doivent être engagées pour y remédier. Tout d'abord, il existe une ambiguïté portant sur la prise en charge financière de certains travaux d'infrastructures existantes sur le domaine public que certains opérateurs commerciaux mettent à la charge du consommateur, alors que c'est à l'opérateur d'infrastructure de l'assumer. Ensuite, la construction des premiers réseaux fibres n'a pas été forcément réalisée selon les règles de l'art d'aujourd'hui, et il nécessite une reprise par les opérateurs d'infrastructure pour en assurer la maintenance. Je me dois, avec mes équipes, de rester très vigilante sur tous ces sujets, alors même que se profile à l'horizon 2030 la fermeture de la DSL avec la fin du réseau cuivre
ce qui conduira à de nouvelles problématiques. Je vous propose de regarder maintenant la présentation des chiffres clés 2023. Cette présentation est réalisée sous la forme d'une vidéo que vous pourrez retrouver ensuite sur le site du rapport annuel 2023 et sur le site de la médiation des communications électroniques. Bonjour, je suis heureuse de vous présenter les chiffres clés de mon rapport annuel 2023. Cette année marque incontestablement un tournant avec une forte baisse du nombre de dossiers parvenus en médiation et une modification du classement des typologies de saisine, conformément à la tendance constatée depuis 2020. En 2023, je constate pour la deuxième année consécutive une importante tendance baissière du volume des saisines de 15%. La baisse était de 25% en 2022. La volumétrie en 2023 se situe à un niveau similaire à l'année 2014 qui comptait 7 922 saisines. Je note que si l'on rapporte le nombre de saisines au nombre d'abonnements de communication électronique en France, le volume des saisines est très faible. 2023 valide donc la baisse de la conflictualité dans le secteur qui est sans conteste le fruit d'une meilleure gestion des clients par les professionnels et aussi le résultat du ralentissement des derniers raccordements à la fibre, plus complexes et plus coûteux à déployer. La baisse de la volumétrie des saisines en 2023 de 15% s'accompagne d'une forte baisse du taux de recevabilité des dossiers. Ce taux de recevabilité, 37% des saisines, similaire à celui de 2020, est très décevant et reflète sûrement les tendances consuméristes actuelles à l'immédiateté. Je constate en effet que de plus en plus de consommateurs sont peu rigoureux dans la constitution de leur dossier, en omettant de joindre les documents et éléments nécessaires à l'examen de leur litige, ou ne respectent pas la procédure de saisine, principalement les étapes et les délais. Ces comportements m'obligent à refuser certains dossiers et peuvent provoquer un allongement des délais de résolution du litige, ce qui peut générer de l'insatisfaction supplémentaire pour certains consommateurs. Les dossiers sont jugés irrecevables dans 70% des cas, car les voies de recours chez les professionnels ne sont pas épuisées. Je suis saisie principalement en ligne sur le site de la médiation. Ce taux de 84% souligne une nouvelle fois l'attractivité et la facilité du parcours en ligne pour le consommateur, qui fait l'objet d'un travail constant d'optimisation par les équipes de la médiation. En 2023, nous avons réussi, avec mon équipe, à réduire à 72 jours la durée de traitement des dossiers, bien inférieure à la durée de 90 jours prévue par la loi. Dans ce contexte de baisse du nombre de saisines de 15%, j'ai émis en 2023 3178 propositions de solutions, soit 36% de moins qu'en 2022. La part des requêtes satisfaites est en baisse à 83% et la part du nombre de saisines non satisfaites est en augmentation à 17%. Je constate en effet en 2023 une accentuation de la tendance des consommateurs à avoir des demandes d'indemnisation trop importantes, non justifiées ou non argumentées que je ne peux bien sûr satisfaire totalement. 92% des consommateurs ont accepté en 2023 mes propositions de solutions, ce qui est cette année encore un taux très satisfaisant. Je note que ce taux est en totale cohérence avec l'étude de satisfaction réalisée chaque année auprès des consommateurs m'ayant saisi. Dans cette étude, 92% des sondés ont accepté ma proposition de solution. Mes propositions de solutions sont acceptées à 96% par les professionnels. C'est un haut niveau d'acceptation à l'instar de ceux déjà enregistrés en 2021 et en 2022. Abordons à présent les principaux domaines de litige en 2023. 2023 marque le passage de la fibre en tête des litiges devant le mobile et la DSL.
La part de la fibre s'établit dorénavant à 42%. Elle représentait 36% de mes propositions de solutions en 2022, 30% en 2021, un quart en 2020 et 15% en 2019. La part du mobile s'effrite à 36%. L'ADSL arrive en troisième position à 19%, en baisse constante depuis 2019, en raison de la transition vers la technologie fibre et de la fermeture annoncée du réseau cuivre sur lequel le service ADSL est rendu. Ce palmarès reflète logiquement le volume des abonnements en fibre optique qui atteint 20,6 millions à la fin du troisième trimestre 2023, ce qui représente plus de 6 abonnements Internet sur 10. Il reflète également les problèmes rencontrés par les consommateurs dans le déploiement du chantier de la fibre, dont le rythme toutefois se ralentit en 2023. La médiation des communications électroniques traite également des litiges avec des professionnels hors télécom, tels que les télévisions payantes, les hébergeurs de données et la télésurveillance. À ce titre, je n'ai rendu que 9 propositions de solutions en 2023, ce qui représente 0,5% des propositions que j'ai émises. Maintenant, abordons les principaux motifs de litige de l'année 2023. Les litiges portant sur les problèmes techniques et le contrat représentent 54% des litiges en 2023. Ils représentaient 50% en 2022. Les problèmes techniques sont la première source de conflit avec les professionnels, en hausse de 6 points. Les litiges en lien avec le contrat, en légère baisse, occupent la seconde place des différends avec les consommateurs. Regardons à présent en détail chacun des domaines de litige. La fibre prend donc la première place du podium en 2023. Dans le contexte de la poursuite et la fin du déploiement de la fibre, les litiges sur les problèmes techniques restent logiquement, et ce depuis 2016, la première source de litige, représentant 53% de mes propositions de solutions, en hausse de 8 points. Les sujets sont toujours l'inéligibilité technique, les dysfonctionnements techniques du fait d'armoires non sécurisées, les débranchements sauvages de consommateurs par des techniciens au bénéfice de nouveaux clients à raccorder, etc. Mais en 2023, il apparaît la problématique de la construction des premiers réseaux fibres qui n'étaient pas forcément réalisés selon les règles de l'art d'aujourd'hui et qui nécessitent une reprise par les opérateurs d'infrastructures pour en assurer la maintenance. Les litiges liés aux services sont en baisse en 2023, tels que les dégâts au domicile du consommateur par le technicien, la suppression du câble ADSL, les coupures de fil électrique, d'antennes télé ou les murs endommagés. Les litiges liés au contrat poursuivent leur baisse engagée depuis 2020. Dans le mobile, le palmarès est bouleversé en 2023. La facturation à 36% est en forte hausse de 8 points et devient la première source de mécontentement des consommateurs dans le mobile. Ceci s'explique par l'augmentation des tarifs d'abonnement de la quasi-totalité des opérateurs en 2023. Les litiges portant sur les contrats à 30% poursuivent leur baisse engagée en 2022 et passent en deuxième position en 2023. Ces deux types de litiges concentrent 65% des insatisfactions des consommateurs. La résiliation à 15% prend la troisième place. Pour ce qui concerne la DSL, les litiges portant sur les problèmes techniques à 47% restent la première source de litige depuis 2017, en hausse cette année encore. Les raisons sont essentiellement la baisse de débit ou l'absence de service, mais aussi la maintenance d'un réseau amené à disparaître. Les litiges portant sur la résiliation à 20%, encore en baisse en 2023, restent en deuxième position pour la 4e année consécutive, probablement en raison de la migration des consommateurs vers la fibre. Ces deux types de litiges représentent 61% des motifs d'insatisfaction des consommateurs. La part des litiges relatifs au contrat, à la facturation et aux services reste stable. Dans le domaine de la téléphonie fixe,
Les litiges portant sur les services à 37% restent pour la deuxième année consécutive la première source de différends avec les consommateurs, en raison notamment des difficultés de raccordement pour les maisons neuves. La résiliation à 25% occupe la seconde place pour la deuxième année, en lien avec la fin annoncée du RTC et la migration des consommateurs vers la fibre. Je voudrais partager maintenant avec vous la philosophie qui m'anime et ma conception de mon rôle de médiatrice. Équité, impartialité, indépendance et rapidité guident ma pratique. Il est important de souligner que mes propositions de solutions sont rendues en droit et ou en équité. C'est l'intérêt de la médiation de la consommation par rapport à la saisine d'un juge. Je considère que la médiation n'est pas uniquement là pour faire appliquer le droit. J'ai la possibilité, si une situation ne me paraît pas équitable pour une des parties, de déroger au droit et de rendre une proposition de solution en équité. L'important est de trouver une solution acceptable pour les deux parties dans un délai rapide de 90 jours, en dehors des cas complexes. Les propositions de solution sont reprises et appliquées de la même façon à tous les litiges équivalents pour chacun des consommateurs qui me saisit ou pour tous les professionnels dans des circonstances identiques de façon à assurer mon impartialité. La jurisprudence de la médiation des communications électroniques est appliquée systématiquement de façon à garantir mon indépendance. Avec le recul de mon expérience de médiatrice depuis 5 années, je conçois mon rôle de médiatrice comme celui d'un lanceur d'alerte aux professionnels pour qu'ils corrigent leurs pratiques commerciales vis-à-vis des consommateurs avant qu'une décision législative ou réglementaire n'intervienne pour les protéger. Je peux également accompagner le législateur dans son travail d'adaptation face au développement de nouveaux moyens de communication électronique et aux nouveaux usages. C'est ce que souligne Alexandre Biard, juriste au Bureau européen des consommateurs, le BEUC, que je remercie pour sa contribution sur la révision de la directive européenne relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Je le cite. Les entités de médiation, et en particulier les médiateurs sectoriels, en raison de leur position privilégiée sur le marché, peuvent être en mesure de contribuer à la vigie des secteurs grâce en particulier aux signalements et plaintes qu'ils reçoivent des consommateurs. Cela leur permet notamment d'identifier et, si nécessaire, d'alerter sur le possible risque systémique et autres problèmes récurrents portés à leur attention. À ce titre, les médiateurs de la consommation peuvent incarner avec les autorités publiques, DGCCRF et autres régulateurs sectoriels et les organisations de consommateurs, un maillon important pour une meilleure application du droit de la consommation. C'est de facto ce que mes prédécesseurs et moi-même faisons en émettant des recommandations dans notre rapport annuel. Au début de la médiation, entre 2003 et 2006, 26 recommandations étaient faites aux professionnels par le médiateur pour améliorer leurs pratiques. Il y en avait plus de 35 par an entre 2010 et 2013. Depuis que je suis médiatrice, je formule entre 6 et 10 recommandations par an aux professionnels. Et cette année, 7, dans la mesure où les pratiques du secteur se sont grandement améliorées. Ma compétence est celle de l'équipe composée d'experts du droit, spécialisés notamment en droit de la consommation et en droit des communications électroniques, doit être renforcée de façon permanente compte tenu des évolutions du secteur et des évolutions juridiques. Ainsi, je veille à ce que nos connaissances techniques et juridiques soient actualisées. Je suis inscrite au club des médiateurs de façon à partager nos expériences et à ne pas être isolée dans le cadre de mon métier qui est régi par l'indépendance.
Cette participation au club des médiateurs permet de veiller à respecter toutes les règles de la profession ou à les améliorer sous le contrôle de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Je ne rappellerai jamais assez l'importance du rôle essentiel des parties prenantes au litige pour me permettre d'élaborer une proposition de solution visant à mettre un terme aux différends qui opposent un consommateur à son professionnel. Pour analyser le litige qui m'est soumis, j'ai besoin d'entendre les arguments des parties prenantes qui doivent me rapporter la preuve de leur dire. Or, je peux rencontrer des difficultés avec certains professionnels qui sont soit silencieux, soit me communiquent des éléments contradictoires, alors même que la charte de la médiation engage le professionnel à répondre et à me communiquer les pièces et informations dans un délai défini d'1 mois. Par ailleurs, certains consommateurs me produisent des pièces importantes après avoir reçu une proposition de solution, ce qui est inutile car trop tardif, alors que la proposition de solution aurait pu être différente si ces pièces avaient été produites avant. J'ai identifié un certain nombre d'enjeux pour le futur. Tout d'abord, l'arrêt des réseaux mobiles 2G et 3G dans les prochaines années qui risque d'être à la source de nouveaux problèmes pour les consommateurs. Ensuite, la fermeture du réseau cuivre d'ici 2030 et de la DSL pour ce qui concerne les problématiques du réseau fixe. Enfin, pour ce qui relève de la fibre, la finalisation de la construction du réseau fibre, en particulier concernant les raccordements longs. Et comme je l'ai indiqué précédemment, la maintenance des réseaux. La généralisation de la 4G, la volonté de redéployer les fréquences utilisées par les réseaux 2G et 3G vers la 4G ou la 5G, le coût de maintenance de plusieurs réseaux en parallèle sont autant de motivations qui ont conduit 3 des 4 principaux opérateurs français à annoncer l'extinction des réseaux 2G et 3G entre 2025 et 2030. Il est donc important que les professionnels anticipent ces enjeux afin de limiter les risques de mécontentement des consommateurs liés à ces évolutions. L'anticipation de l'arrêt de la 2G et 3G est également un enjeu pour les fabricants et les vendeurs, afin d'assurer la compatibilité des téléphones ou des objets connectés commercialisés avec les technologies 4G et 5G. L'ARCEP a rappelé que si les décisions d'extinction 2G et 3G relèvent de la stratégie des opérateurs, l'arrêt de ces technologies devra faire l'objet d'une importante communication donnant aux utilisateurs, particuliers et entreprises, le temps de s'adapter et d'être accompagnés le cas échéant. Autre enjeu, certains consommateurs sont encore victimes de dégâts à leur domicile consécutifs à l'intervention d'un technicien peu scrupuleux du respect des règles d'installation de la fibre ou souffrent de problèmes de qualité de service de la fibre, des déconnexions, interruptions de service sans information préalable. Il n'est pas compréhensible que les opérateurs d'infrastructures opèrent sur leur réseau des actions de maintenance sans que les opérateurs commerciaux puissent informer préalablement leurs clients d'une interruption de service à prévoir, afin notamment qu'ils prennent leurs dispositions pour limiter les inconvénients consécutifs à une coupure de la fibre. Il serait normal que 2024 soit l'année de l'engagement des opérateurs d'infrastructures de mettre en place ce système d'information relatif aux coupures planifiées de façon systématique et automatique afin de respecter les droits des clients des opérateurs commerciaux. Enfin, le nouvel enjeu pour moi et mon équipe est de suivre de façon active le projet de révision de la directive européenne sur la médiation de la consommation. Il prévoit un élargissement de la compétence de la médiation de la consommation à la quasi-intégralité des plaintes des consommateurs, qu'elles soient de nature contractuelle, précontractuelle ou non contractuelle, comme les pratiques commerciales déloyales par exemple.
J'ai ainsi fini cette première présentation et je vous passe la parole, Henri, pour que vous présentiez les résultats de l'enquête de satisfaction réalisée auprès des consommateurs utilisateurs du service de la médiation. Merci Valérie. Merci Valérie de ce bilan et de cette mise en perspective dans un secteur qui évolue sans cesse, à la fois d'un point de vue technologique, mais aussi dans les usages des consommateurs. La présentation montre l'immense travail qualitatif accompli par la médiatrice et l'ensemble de l'équipe de la MCE en 2023. Je voudrais vous parler maintenant de l'opinion des consommateurs que nous interrogeons chaque année pour connaître leur avis sur leur parcours en médiation, ainsi que leur niveau de satisfaction. Nous avons recueilli l'avis des consommateurs ayant saisi la médiatrice via notre site internet et qui ont eu une proposition de solution entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023. Cette enquête de 11 questions s'est déroulée du 15 au 21 décembre 2023. 649 personnes ont répondu totalement ou partiellement, ce qui est un très bon retour des consommateurs. Les résultats de cette enquête sont en augmentation par rapport à 2022 sur 3 indicateurs. C'est très positif dans un contexte où la complexité des dossiers, notamment ceux relatifs à la fibre, peut parfois allonger la durée de traitement de certains dossiers. Pour résumer les principaux résultats de cette enquête, 85% des consommateurs interrogés déclarent que la médiation répond à leurs attentes. 83% se déclarent globalement satisfaits de leur parcours en médiation, et notamment des outils mis à leur disposition dans ce parcours, soit plus de points par rapport à 2022. 92% déclarent avoir accepté la proposition de solution proposée par la médiatrice, soit plus 1 point. Et enfin, 86% recommanderaient le recours à la médiatrice, plus 2 points. Cette enquête, au travers de verbatim des consommateurs qui se sont exprimés, reste par ailleurs une formidable source d'amélioration de l'information transmise sur notre site et également d'évolution dans notre processus de médiation, notamment dans une perspective d'amélioration constante du parcours en ligne et de la recevabilité des saisines. Comme vous le savez, nous avons cette préoccupation constante de mieux accompagner les consommateurs dans leur accès et leur parcours de médiation. Mais les médiations, ce sont également les professionnels à qui la médiatrice adresse des recommandations. Merci Henri. Effectivement, au travers des litiges qui m'ont été soumis cette année, j'ai élaboré 7 recommandations à destination des professionnels. Mais avant cela, comme vous le savez, les recommandations des médiateurs n'ont pas de force obligatoire. Fort heureusement, beaucoup sont suivis par les opérateurs ou sont utilisés par les différentes autorités afin de les rendre obligatoires. Et ceci prouve leur grande importance. J'ai trouvé ainsi utile de vous rappeler aujourd'hui quelques recommandations faites par mes prédécesseurs, vraiment significatives pour la protection des consommateurs. Ainsi, par exemple, dès 2007, le médiateur recommandait aux opérateurs d'améliorer la lisibilité des factures en mentionnant la date de fin d'engagement et la période de facturation concernée. Cette recommandation a été reprise par la loi Chatel en 2008 et dans l'arrêté facture du 31 décembre 2013. Le médiateur avait également recommandé aux opérateurs, en cas de résiliation anticipée d'un consommateur, à appliquer les dispositions de la loi Chatel en cas de résiliation par le consommateur avant le 13e mois. Cette recommandation a été suivie par les accords Novelli, à savoir le plafonnement au quart de la somme à partir du 13e mois. En 2015, le médiateur a recommandé aux opérateurs de proposer aux consommateurs une option gratuite de blocage d'appel vers les numéros spéciaux. Cette recommandation a été suivie d'une loi du 7 octobre 2016 et d'un arrêté du 24 janvier 2017 imposant cette obligation. Le médiateur a également recommandé aux opérateurs d'améliorer leurs procédures lors de la réception du matériel dans leur entrepôt pour éviter les litiges avec les consommateurs qui devenaient de plus en plus nombreux. Certains opérateurs ont alors décidé de filmer le déballage des colis afin d'apporter des preuves plus probantes. Le médiateur a recommandé à certains opérateurs confrontés à des surfacturations importantes en cas d'utilisation de l'option conférence mobile depuis l'étranger à la suite d'un vol de portable, de bloquer cette option à l'étranger.
Les opérateurs ont décidé de suivre cette recommandation. J'ai donc émis 7 recommandations cette année que je vais vous résumer. En cas de dysfonctionnement des services fibres, je recommande aux professionnels d'améliorer l'information des consommateurs de façon à ce qu'ils puissent être informés préalablement à toute coupure du service planifié et qu'ils puissent disposer d'une information sur la date de rétablissement du service pour toute coupure. En cas de dégradation causée lors de l'installation de la fibre au domicile du client, j'ai émis une recommandation professionnelle de façon à améliorer la prise en charge de la réparation des dégâts occasionnés par l'installateur de la fibre, notamment lorsqu'il s'agit de sous-traitants de l'opérateur commercial. Les réparations doivent être faites immédiatement ou après le passage de l'expert. L'opérateur doit veiller à ce que la réclamation du client soit bien prise en charge et à ne pas le laisser sans nouvelles de sa réclamation. Concernant l'application mobile Centre Relais Téléphonique, dans le cadre des situations de handicap, j'ai souhaité rappeler aux opérateurs qu'ils devaient veiller à prendre les mesures utiles pour que les dispositifs instaurés par la loi aient un fonctionnement optimal et en particulier qu'ils soient mis à jour. En cas de facturation de l'abonnement durant la période de suspension des services, j'ai également fait une recommandation aux professionnels pour qu'ils l'indiquent dans leur contrat. En cas de souscription à distance d'un service, j'ai recommandé aux opérateurs de conserver la confirmation de commande qu'ils doivent adresser aux consommateurs pour rapporter la preuve qu'ils ont bien informé le consommateur des caractéristiques essentielles de service, le prix, les engagements applicables, etc., et l'exécution et de l'existence d'un droit de rétractation. Pour éviter des facturations pour des services de données en raison d'une connexion involontaire au réseau maritime de communication mobile lors de croisières ou de traversées maritimes, je recommande aux professionnels de proposer à leurs clients un système de blocage des consommations pouvant être émises depuis les réseaux maritimes. Enfin, j'ai rappelé aux professionnels les conditions dans lesquelles ils devaient informer les consommateurs des augmentations de tarifs. L'objectif de cette recommandation est de garantir aux consommateurs une information claire et correcte des modifications apportées à leur contrat. Je vous invite à prendre connaissance de l'intégralité de mes recommandations de façon plus détaillée dans mon rapport d'activité. Au-delà de ces recommandations, je tiens à jour un tableau de suivi des recommandations par les professionnels, ce qui me permet de leur rappeler dans les propositions de solutions les recommandations qu'ils n'ont pas respectées. Valérie, l'année passée, afin d'améliorer la visibilité de la médiation, mais aussi afin d'apporter une aide concrète aux consommateurs, en plus des fiches pratiques déjà existantes, vous aviez innové en leur transmettant des conseils par des vidéos. Cette année encore, vous enrichissez ces conseils par de nouvelles vidéos, comme celles que vous allez découvrir maintenant. Oui, vous pouvez demander un remboursement car le fournisseur d'accès à Internet est soumis à une obligation de résultat. En conséquence, si vous n'avez plus totalement accès à vos services Internet depuis plusieurs jours, vous pouvez demander un remboursement de votre abonnement. Pour cela, vous devez signaler le problème au service client de votre opérateur pour obtenir le rétablissement de votre ligne et demander un remboursement du prix de votre abonnement mensuel au prorata de la durée de la panne. Oui, vous pouvez demander un dédommagement à votre opérateur si la panne a duré plusieurs jours. Vous devez alors apporter des éléments justifiant votre préjudice direct. Vous trouverez les modalités précises dans les conditions générales de votre opérateur.
Sachez par exemple que vous ne pouvez pas obtenir un dédommagement si vous n'avez pas pu télétravailler, car il s'agit d'un abonnement grand public. Oui, ne plus avoir accès à vos services Internet depuis plusieurs semaines est un motif pour résilier votre abonnement sans frais. Mais sous certaines conditions. Je vous invite à vérifier dans les conditions générales de votre opérateur les engagements pris quant au délai de rétablissement des services en cas de panne. Vous devez laisser un temps raisonnable à votre opérateur pour rétablir vos services. Selon l'origine de la panne, le délai de rétablissement peut être plus ou moins long. Ensuite, vous devez mettre en demeure votre opérateur de rétablir votre ligne sous un délai de 30 jours si vous n'avez pas eu connaissance de l'origine de la panne ou au terme du délai mentionné dans vos conditions générales. À ces deux conditions, vous pouvez résilier sans frais votre abonnement en adressant un courrier à votre opérateur. Vous pouvez aussi souscrire un abonnement auprès d'un autre opérateur en demandant la conservation de votre numéro de mobile. Dans ce cas, il sera nécessaire de demander le remboursement des frais de résiliation à votre ancien opérateur. Je suis très attachée et attentive à la mise à disposition d'informations pratiques pour le consommateur, pour l'aider dans ses démarches auprès de la médiation ou pour comprendre les pratiques du secteur des télécoms. Dans cet objectif, un quiz est disponible sur le site internet pour guider les consommateurs afin de les aider à vérifier que leur dossier soit bien éligible à la médiation. Dans le cadre du quiz, le consommateur est guidé afin de respecter le parcours de réclamation. Si celui-ci n'a pas été respecté, il lui est indiqué ce qu'il doit faire. Il peut être orienté vers un autre médiateur s'il s'avère après analyse que la médiation des communications électroniques n'est pas compétente pour traiter son litige. J'ai également mis en place sur le site de la médiation de nombreuses explications, dont une fiche pratique, constituer son dossier pour recourir à la médiation des communications électroniques. Chaque année, je rédige, mets à jour et publie des conseils aux consommateurs sous forme de fiches pratiques. Elles sont réalisées à partir de mon analyse des problèmes que les consommateurs rencontrent ou des manques d'informations sur les sujets de communication électronique ou sur des points de vigilance. C'est ainsi 28 fiches pratiques mises à jour qui sont en ligne, dont une nouvelle, conserver son numéro de téléphone fixe ou mobile, le nouveau cadre réglementaire. Valérie, vous nous avez présenté comment vous souhaitiez apporter des réponses concrètes aux besoins d'information des consommateurs. Ces conseils sont avant tout le fruit de l'analyse des situations concrètes que vous rencontrez lors de saisines, mais aussi de votre analyse des évolutions technologiques, techniques, réglementaires et juridiques du secteur. Vous souhaitez maintenant, je crois, nous présenter quelques exemples de médiation qui donnent une image fidèle de votre quotidien et de celui de votre équipe. Je vais maintenant vous présenter 2 exemples de médiation que j'ai choisis parmi les 7 exemples qui illustrent mon rapport cette année. Le premier porte sur un problème relatif à la fibre. Il s'agit de l'exemple d'une personne qui a perdu sa connexion à la fibre en raison d'un installateur indélicat qui a débranché son raccordement pour y mettre à la place un nouvel abonné dans la mesure où il n'y avait plus de place pour lui en sa qualité de nouvel abonné. Son opérateur a envisagé de rétablir sa ligne ADSL en attendant le rétablissement de ses services fibres, mais sa ligne ADSL n'a pas pu être mise en service car elle a été sectionnée lors de l'installation de la fibre. L'opérateur a alors décidé de résilier le contrat fibre de cette personne car il n'était plus en mesure de lui proposer un service fibre tant que l'opérateur d'infrastructure, en charge du déploiement du réseau fibre, n'avait pas déployé de nouvelles ressources. Cette personne a souhaité que j'intervienne pour que son opérateur remette en place le service dont elle bénéficiait avant l'intervention de l'installateur indélicat et demande que le nécessaire soit fait auprès de l'opérateur qui a fait cette erreur.
Quelle est mon analyse dans ce cas de figure? Je constate que l'interruption des services fibres et l'impossibilité de les rétablir résultent d'une insuffisance des ressources en fibres du quartier de cette personne, dont la responsabilité incombe à l'opérateur d'infrastructure. L'opérateur commercial ne peut pas intervenir directement sur des infrastructures dont il n'est pas le propriétaire et est donc tributaire des actions entreprises par l'opérateur d'infrastructure pour pouvoir procéder au rétablissement des services. Mais les fournisseurs d'accès à Internet sont tenus à une obligation de résultat à l'égard des consommateurs, qui sont en droit d'exiger un service permanent et continu, et donc d'obtenir des services sans dysfonctionnement. Je relève que le contrat Box a été résilié sans l'accord de cette personne par l'opérateur commercial et qu'il n'est plus en mesure de lui proposer un contrat fibre à son adresse tant que de nouvelles ressources en fibre n'auront pas été déployées dans son quartier par l'opérateur d'infrastructure. Aucune solution technique ne peut être apportée dans l'immédiat à cette consommatrice. J'ai donc proposé, puisque la résiliation du contrat résulte de l'opérateur commercial et qu'aucune autre solution technique ne peut être proposée, que l'opérateur commercial agisse auprès de l'opérateur d'infrastructure afin que l'adresse de la cliente soit désaturée et qu'un nouvel accès fibre lui soit proposé avec une prise en charge des frais de mise en service. J'ai également recommandé à l'opérateur commercial, sur le plan de l'équité, de lui accorder un dédommagement puisqu'aucune solution ne pouvait lui être proposée dans l'immédiat. Le second exemple que je vous présente porte sur une interruption du service ADSL. Dans cet exemple, le client se plaint de l'interruption de ses services ADSL à partir de juin 2022, l'ayant contraint à résilier son contrat en août 2022. Il m'a saisi afin d'obtenir le remboursement des factures émises par son opérateur de juin à août 2022. Et pour l'anecdote, ce consommateur sollicite également, d'une part, le remboursement de la facture émise par la société qu'il a dû mandater afin de nourrir ses poules pendant ses vacances, en raison du dysfonctionnement du distributeur alimentaire automatique connecté au réseau télécom. Et d'autre part, un dédommagement pour les désagréments occasionnés. Mon analyse a été la suivante. L'opérateur est tenu à une obligation de résultat à l'égard des consommateurs qui sont en droit d'exiger un service permanent et continu, et donc d'obtenir des services sans dysfonctionnement. J'ai constaté que l'opérateur confirmait l'interruption des services et qu'il admettait ainsi avoir manqué à son obligation de résultat. J'ai relevé que ce client n'était pas présent à certains rendez-vous techniques programmés et j'ai rappelé que la nécessaire collaboration du consommateur avec son opérateur afin qu'un diagnostic précis puisse être posé et qu'une résolution de l'incident technique puisse être effectuée dans les meilleurs délais. J'ai également constaté que l'opérateur avait déjà remboursé l'abonné facturé pendant la période d'interruption des services. J'ai indiqué au consommateur concernant la demande de remboursement de la facture de la société mandatée pour nourrir les poules que le préjudice né de l'inexécution d'un contrat n'est réparable que s'il constitue une suite immédiate et directe de cette inexécution et préciser que la réparation est limitée à ce qui était prévu ou prévisible lors de la conclusion du contrat. J'ai expliqué que les frais engagés pour nourrir ces poules en son absence, en raison de l'interruption des services, est un préjudice indirect et n'était pas prévisible lors de la conclusion du contrat. J'ai donc, dans ma proposition de solution, rejeté la demande de remboursement de la facture émise par le prestataire mandaté pour nourrir les poules. J'ai invité l'opérateur à lui accorder un dédommagement qui prend en considération les désagréments occasionnés par l'interruption des services, mais également l'absence du client à certains rendez-vous techniques.
Je vous parlais précédemment de complexité, vous en avez ici quelques exemples. Je vous invite à lire les 7 exemples de propositions de solutions sur le site de mon rapport annuel 2023. Je vais maintenant demander à Henri de vous présenter mon rapport annuel en images pour que vous puissiez consulter tout ce qui vient de vous être présenté et trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Merci Valérie de cette anecdote très sympathique qui montre la médiation sous un angle différent. Ça fait maintenant 6 années, Valérie, que nous réalisons votre rapport d'activité sous une forme digitale et consultable, facilement en ligne sur le site de la médiation. Nous avons réalisé à nouveau cette année une animation présentant en images ce rapport très innovant dans la forme, au plus près des habitudes de navigation des consommateurs. J'espère qu'il vous plaira, tant dans le forme que dans la forme. Merci Henri pour cette présentation. Avant de clôturer ma présentation du rapport annuel 2023, je tiens à remercier Henri qui pilote la MCE et les membres de l'association qui me donnent les moyens nécessaires pour travailler et réaliser cette belle et originale présentation de mon rapport dans les conditions d'une émission en direct et que vous avez pu suivre également à distance sur notre chaîne YouTube. Je remercie également tous les membres de mon équipe pour leur travail et leur implication pour la bonne gestion de la médiation. Ils ont fait un excellent travail. Je rappelle aussi que, comme chaque année, dans le cadre du partenariat de la MCE avec la chaire du droit de la consommation de la faculté de droit de Cergy-Pontoise, des stagiaires de Master 1 et 2 du droit de la consommation sont venus rejoindre l'équipe pour nous soutenir et leur permettre de s'immerger dans le travail de la médiation de la consommation. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la présentation en 2025 de mon rapport annuel 2024. Valérie, je m'associe à vos remerciements. Et je remercie également l'ensemble des personnes présentes sur ce plateau, ainsi que celles qui nous ont suivis à distance via la chaîne YouTube.
Je remercie également nos partenaires qui nous ont accompagnés dans la réalisation et la présentation du rapport d'activité 2023 de la médiatrice. Vous pouvez maintenant vous rendre sur le site de la médiation, médiation-du6telecom.org, pour prendre connaissance de la totalité du rapport d'activité 2023 de la médiatrice des communications électroniques.